présentation qui va traiter l'utilisation de l'hélicoptère médicalisé dans le cadre de catastrophes. Alors, c'est un sujet qui est de toute façon un petit peu large, hein, donc on va aborder certaines notions, certains retours d'expérience aussi par rapport à l'utilisation de l'EMS. Le professeur Navarro disait hier matin en préambule qu'effectivement, en fait, Mexico, il y a des contraintes sismiques, géologiques qui faisaient qu'effectivement, on a cette antériorité, il y a eu des catastrophes, que l'inondation est peut-être pas une catastrophe priorité numéro 1 ici dans la région. Malgré tout, en fait, il faut s'y préparer et au travers de ces catastrophes, qu'elles soient naturelles ou non naturelles, l'utilisation d'hélicoptères peut se discuter, en tout cas, doit finalement s'anticiper. Alors, les catastrophes ou incidents majeurs, qu'est-ce qui caractérise? C'est un début brutal et inattendu. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Parmi les catastrophes, en fait, on va être confronté à différents types de catastrophes, et donc finalement l'utilisation des moyens qui va être très différent par rapport à ces catastrophes. Ce qui caractérise, et finalement, en fait, est le point commun dans ces incidents majeurs, ces catastrophes, c'est qu'il y a une désorganisation des structures locales. Il y a un effet dévastateur sur les infrastructures, dévastateur aussi sur le plan humain. Les hôpitaux sont alors saturés, inaccessibles sur le local. Les ressources matérielles et humaines sont limitées et les infrastructures autour détruites. Donc il y a aussi à prendre en compte un délai de mise en œuvre des moyens logistiques, des moyens de secours, et l'utilisation de l'EMS se discute à ce moment-là. Alors quand on parle des catastrophes, si on prend par exemple juste dans le monde entier, en 2013, les catastrophes naturelles, hein, c'est 20 000 décès, 100 000 victimes. Donc des chiffres qui font froid dans le dos, qui font peur, mais effectivement, selon les scénarios, selon les catastrophes, on peut peut-être aussi avoir des plans de prévention et d'utilisation des moyens de secours. Nécessité d'une réponse médicale immédiate, ça, c'est une évidence. Et qu'est-ce qui définit dans l'incident majeur? C'est l'utilisation de la médecine d'urgence et de la médecine de catastrophe, avec des notions de triage, de damage control, hein, et aussi l'utilisation de plans MASCAL, de massive casualties, en cas de catastrophe. Alors, on a parlé hier, on a retracé sur le plan historique un petit peu l'utilisation des moyens à voilure tournante. Clairement, la médecine militaire et l'utilisation des moyens d'évacuation ont permis de faire progresser l'utilisation des hélicoptères. Vous avez en 1917 la première évacuation sanitaire sur un avion, c'était pas sur un hélicoptère. À votre gauche, vous avez Madame Marvin qui était pilote, qui était infirmière, qui était dévouée aux patients et qui a pu participer en fait à ces évacuations sanitaires. Un petit peu en dessous, dans les années 50, le médecin Valérie André, qui a fait quand même 165 de mémoire évacuation sanitaire héliportée. Et donc finalement, les guerres qui sont des catastrophes, catastrophes humaines, ont été aussi en fait la source d'enrichissement et de réflexion pour améliorer ces secours. Alors, qui dit catastrophe naturelle dans le monde naturel, finalement c'est une mise en alerte, une utilisation de tous les moyens héliportés, qui puissent être militaires ou civils, et de manière à pouvoir faire ce secours à personne. Lorsqu'on reprend la littérature médicale, finalement, il y a peu de choses écrites, et ça se comprend, puisque finalement, quand on parle de catastrophe, c'est pas un type de catastrophe, c'est pas l'utilisation homogène des moyens en fonction des régions dans le monde. Les secours ne sont pas organisés de la même façon, donc il est très difficile finalement de comparer sur le plan méthodologique ou autre ce qui peut être utilisé. Donc ce qui ressort de la littérature, c'est plus l'étude rétrospective des événements qui ont pu se dérouler. En 91, il y avait un premier papier qui était sorti, qui reprenait un ensemble d'incidents majeurs dans le cadre de multi-victimes. Alors ça pouvait être des crashs avions, d'un effondrement d'hôtels, de bus, accidents de voie publique avec
l'administration fédérale de l'aviation avait édité un rapport qui en fait démontrait très bien, en fait, qui pointait du doigt que l'utilisation de l'EMS dans le cadre de catastrophes et d'incidents majeurs était en fait une priorité et que en fait finalement même si l'EMS n'est pas une fin en soi, il devait être intégré dans un ensemble de moyens et devait faire partie intégrante de la planification et de la gestion des crises. Qui dit crise, dit moyens logistiques désorganisés, infrastructures détruites, accès aux patients et aux victimes très difficile, l'envoi d'équipes médicalisées et spécialisées, formées notamment en médecine d'urgence, en médecine de catastrophe, permet en fait d'accéder aux patients et d'augmenter les chances de survie des patients. En 2016, il y avait cet article qui permettait de reprendre un petit peu une revue systématique de la littérature et qui a permis en fait aussi de rappeler que si tout ce que je viens de vous dire finalement, il y avait l'utilisation de l'EMS pour l'envoi dans le cadre de catastrophes d'équipes médicales au contact du patient et pouvant servir aussi l'utilisation de moyens de transport de matériel et de moyens de communication radio. Ça permettait également de réaliser des missions SAR, effectivement, en cas de catastrophe et d'infrastructures détruites, il faut pouvoir aller chercher les patients. La mission de recherche pouvait être aussi primordiale. Il y avait des zones de surveillance qui permettaient d'alerter. Finalement, l'hélicoptère devient un moyen radio et de transfert de communication entre les cellules de crise et les zones de catastrophe. Et ça permettait aussi d'évacuer à distance de la zone de catastrophe lorsque les structures sanitaires sont détruites les patients. Il n'en reste pas moins que la ressource de l'EMS est limitée, clairement, et que bien que l'EMS peut être planifié dans la gestion de la crise, il faut prendre en compte le fait qu'en cas de catastrophe, il peut y avoir des moyens finalement météo, enfin des conditions météo qui sont désastreuses, des zones de posée qui sont complètement impossibles, que les moyens de communication entre le sol et l'hélicoptère ne sont pas possibles, et donc tout ça fait que oui, on peut utiliser l'EMS, mais l'effet sera peut-être limité en fonction des situations. Dans ce rapport de 2016, il est montré en fait que l'utilisation de l'EMS en cas de catastrophe permet à la fois de répondre à toutes ces questions que je viens de vous dire, mais aussi de redonner des données utiles pour la gestion de futures catastrophes. En effet, il y a une base de données maintenant qui existe, qui a été activée il y a peu de temps, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y a différents types de catastrophes et d'incidents majeurs, on est bien d'accord, mais l'utilisation de l'EMS et d'équipes médicalisées spécialisées devait permettre aussi la rétro-information. Il ne s'agit pas de faire des procédures et d'appliquer des procédures avec des protocoles à la lettre, mais en tous les cas, qui dit catastrophe, dit un incident brutal, inconnu, dit aussi en fait s'enrichir de ces expériences dévastatrices et de l'utilisation des moyens médicaux pour améliorer en fait la future utilisation de ces moyens. Donc vous pouvez aller sur ce site et regarder également en fait déjà la base de données qui a pu être enseignée. Suivante. Alors quand on parle de catastrophe, je vous l'ai dit en préambule, il y a différents types de catastrophes. On peut séparer ces types de catastrophes avec les accidents d'une part naturels, catastrophes naturelles ou technologiques, des accidents mécaniques, lorsqu'on parle de multivictimes, et enfin, en fait, je vais terminer, puisqu'on en parlait tout à l'heure dans la question, des attentats, puisque lorsqu'il y a attentat, il y a aussi afflux massif de victimes et prise en charge de multivictimes. Alors, effectivement, aujourd'hui nous sommes réunis à Mexico. Je ne pouvais pas faire l'impasse de ce qui s'est passé malheureusement dans l'histoire à Mexico.
entier a vu ces images de Daniel Craig venant sauver Mexico à l'intérieur d'un hélicoptère, alors sans médecin, hein, mais il arrivait très bien avec l'hélicoptère. Donc la question c'est est-ce qu'on fait appel à Daniel Craig ou est-ce qu'on utilise une équipe spécialisée avec un hélicoptère adapté? Donc les tragédies, l'histoire sur Mexico, en 1984, il y a eu ces explosions, 600 morts, 7000 blessés, hein, répartis jusqu'à 20 km autour de Mexico City. En 1985, c'est le terrible tremblement de terre. Donc j'apprenais hier que finalement en 30 secondes, vous aviez dû perdre 3500 lits en capacité hospitalière. Donc effectivement, ça fait vite réfléchir. 10 000 morts, 50 000 blessés. Nous avons une intervention du docteur Deslandes hier qui nous rappelait effectivement quelle était la mesure des soutiens médicaux dans ces conditions très difficiles. Et puis cet événement en 2013 avec une explosion dans un building ressenti comme un séisme où là 163 victimes, 15 polytraumatisés et 15 patients en fait évacués par EMS à cette occasion. Vous avez en fait également l'utilisation de l'EMS, donc 6 équipes EMS qui ont permis d'évacuer 31 patients. Là, c'était en Californie, en 1989. Il a été montré que finalement l'EMS avait servi aussi de vecteur radio pour la coordination, le transport de matériel. Donc on n'est pas dans les mêmes conditions qu'un secours primaire classique. On est vraiment en situation de catastrophe. Ça a permis en fait de rappeler qu'il fallait planifier et l'engagement immédiat de l'EMS devait être coordonné et anticipé lors de ces catastrophes. En 2010, donc, tremblement de terre en Chine, pas loin de 2700 morts, 12 000 blessés. Alors il y a eu plusieurs évacuations massives, certaines par avion notamment, et également par EMS. On a un total à peu près de 2800 patients qui ont été évacués dans ces conditions. Alors, comme on a pu le dire hier, l'utilisation de l'EMS avec une équipe médicale, avec du support médicalisé spécialisé à l'avant, ça peut être aussi parfois en fait, un moyen d'utilisation d'extraction et d'évacuation des patients de la zone hostile, et de manière à pouvoir en fait, proposer en fait, un traitement secondaire dans les plus brefs délais. 2011, c'est au Japon. Effectivement, l'utilisation de l'EMS, l'utilité indiscutable, et à l'issue en fait, de cet événement tragique, les autorités gouvernementales ont un peu pointé du doigt la nécessité d'augmenter le nombre et de former des équipes dédiées sur ces hélicoptères. Également, qui dit catastrophe, dit mauvaise coordination logistique, en tous les cas dans les premières heures, et qu'il était nécessaire en fait d'intégrer et d'anticiper la gestion et l'utilisation de ces hélicoptères, mais aussi d'avoir un support de coordination 3D pour éviter les accidents et les suraccidents. Tout le monde a envie de bien faire, mais encore faut-il le faire correctement. Ça, c'est en France, c'est en juin 2010. L'utilisation de l'hélicoptère à la fois pour le secours médicalisé, mais aussi pour l'évacuation de personnes, puisque l'événement brutal et finalement en fait nécessité d'accéder au plus proche des patients, puisque les routes étaient inaccessibles. L'intérêt, c'est que finalement, avec cette mission, cette possibilité de treuillage, la mission de Search and Rescue prend toute son importance. Je ne sais pas si la vidéo va fonctionner. C'est juste pour vous montrer, donc on est en condition d'inondation. Vous voyez que finalement les structures autour sont détruites et l'accessibilité aux patients et en tout cas aux personnes est impossible. Et vous avez ici finalement en fait, des secouristes qui permettent en fait, d'aller chercher les patients les plus proches, de les évacuer en zone sécurisée. Alors l'équipe médicale peut être à bord, mais peut être aussi en
parce que moi je suis juste à côté des montagnes, mais pas sur les montagnes. Dans les catastrophes naturelles, il y a aussi les avalanches. Avalanches aussi avec multi-victimes. Et l'EMS en fait prend toute son importance pour pouvoir accéder au plus près des patients, puisque là il ne s'agit pas d'accéder comme les Américains pouvaient le faire avec des blindés, et d'accéder en hélicoptère sur la zone hostile. Alors l'actualité récente, en fait, je ne sais pas si vous aviez pu suivre ce qui s'était passé en Italie au mois de janvier. C'était une avalanche qui a emporté un hôtel avec plusieurs personnes, donc 30 morts, et effectivement accès aux victimes et évacuation des blessés grâce à l'EMS et les équipes médicalisées. Équipe médicalisée, l'EMS aussi qui a été utilisée comme moyen de connexion radio, encore une fois, ça a été pointé du doigt, pour pouvoir faire le relais radio avec les autorités au sol et aussi amener du matériel sur cette zone qui était dévastée. Dans ces catastrophes naturelles, ça peut être aussi finalement des incendies de forêt à grande échelle. Lorsque vous avez un hélicoptère avec une possibilité de search and rescue et de treuillage, ça peut être très utile à ce moment-là. Encore une fois, à condition qu'il y ait une coordination 3D au sol, puisque sinon on peut se mettre vite en difficulté. Dans l'actualité, ça peut être des incidents techniques. Les incidents techniques, ça c'était sur la montée du Mont Blanc, lieu hautement touristique en France, dans les Alpes, et on se retrouve avec finalement des télécabines perchées en altitude bloquées pendant plusieurs heures, et c'est l'hélicoptère en fait qui a permis d'aller rechercher les patients et de les extraire sur une durée un peu moins de 12 heures. Bon, il n'y a pas eu de blessés, mais c'était pour dire que dans ce cadre-là, ça a été aussi utilisé avec des treuillistes et des experts en fait en treuillage à ce moment-là. Les incidents techniques, ça peut être des explosions d'usines, effectivement, donc les usines classées Céveso et l'utilisation d'équipes médicalisées, notamment pour pouvoir aller. Alors, ici, on est en milieu urbain, périurbain, donc les moyens au sol sont déployés, mais l'hélicoptère et l'équipe médicalisée peuvent permettre d'emmener des patients les plus graves, comme on disait hier, notamment les patients brûlés sur les centres adaptés. Les accidents mécaniques, donc traumatologie routière, polytraumatisés, on en a parlé un petit peu hier. Les accidents de bus, d'autocar, malheureusement, en fait, sont à chaque fois des tragédies puisque multi-victimes associées à ces accidents. L'expérience malheureuse de ce qui s'est déroulé en Suisse en 2012 dans un tunnel. Là, c'était un autocar avec des enfants, que des enfants. Finalement, l'utilisation des moyens héliportés à ce moment-là pour le secours. Dans cette tragédie, vous aviez 22 enfants décédés, 24 blessés. Donc il y a eu l'utilisation, alors en Suisse, il y a un peu plus d'hélicoptères disponibles sur une zone géographique un peu plus courte, mais la possibilité aussi, et là ça a été bien démontré, c'est l'utilisation d'hélicoptères en conditions de nuit et vol aux instruments. Donc finalement, l'utilisation des équipes EMS pour la gestion de ce plan mascal pédiatrique. Donc 8 hélicoptères utilisés dans ce cadre-là. La traumatologie routière, on n'est pas dans un tremblement de terre, mais encore faut-il pouvoir accéder aux patients. Et qui dit traumatologie routière dit en conditions d'accès par les routes parfois difficiles. L'intérêt, c'est de pouvoir poser l'hélicoptère au plus proche des victimes. Qui dit multi-victimes, dit parfois, comme dans le cas de tout à l'heure du Japon, dit l'utilisation de plusieurs moyens. Et il faut garder en mémoire, parce que là vous avez 2 hélicoptères par exemple sur cette photo qui sont des hélicoptères de secours médicalisés. Il faut savoir qu'autour de ça vous aurez peut-être des hélicoptères d'État avec des autorités qui veulent se rendre sur place et se rendre compte de la situation. Vous avez des journalistes qui veulent se rendre sur place et qui veulent se rendre compte de la situation. Et donc il y a un risque quand même pour la sécurité aérienne. Tout à l'heure on parlait dans le briefing de la sécurité aérienne pour les équipages avec les pilotes. Chaque membre d'équipage a son rôle à jouer aussi dans le vol. En tant qu'observateur, on
on regarde effectivement la queue du rotor pour le poser sur la route, mais on regarde tous les obstacles en l'air, et lorsqu'il y a un incident avec multivictime, il faut garder en mémoire que bien souvent il n'y a pas de régulation et de coordination 3D pour les appareils, et qu'il y a un réel risque pour la sécurité aérienne. Donc engager des équipes spécialisées, oui, mais en sécurité. Alors, effectivement, lorsqu'il y a plusieurs victimes, ça peut permettre, lorsque vous arrivez en hélicoptère, d'anticiper des moyens supplémentaires. Parfois, les moyens radio sont inaccessibles, le téléphone portable ne passe pas. Par contre, avec les moyens radio de l'hélicoptère, ça vous permet de passer des messages d'alerte et de demander en fait des NORIA supplémentaires, de demander des hélicoptères supplémentaires et de donner rapidement en fait une image d'ambiance, en tout cas un message d'ambiance sur la situation. Donc multivictime et